Comme conseil, déjà, je pourrais lui dire... On peut donner votre conseil, mais on va dire le premier qui est un peu évident. Le premier, c'est celui de construire une relation. Deuxième conseil, c'est être transparent et direct. Dans cette vidéo, je leur demande quelles sont les erreurs à éviter qu'ils ont vécues au cours de leurs années d'expérience en tant qu'investisseurs. Selon toi, quels sont justement un peu les faux pas que les entrepreneurs font lors des levées de fonds et quelles seraient les erreurs justement à éviter? Les erreurs classiques, c'est un peu la contraposée des conseils, c'est-à-dire mal connaître son business, ne pas être préparé, manquer d'authenticité, ça c'est un truc qui revient quand même de temps en temps. C'est rarement mal intentionné, c'est souvent juste de la maladresse en fait, mais être trop pipoteur sur ce qu'on ne sait pas, alors que non, dans un business early stage, on n'a pas réponse à tout et heureusement qu'on n'a pas réponse à tout et on est tout à fait capable d'entendre cette réponse-là. Ou alors, essayer de faire monter la sauce de manière un petit peu maladroite et un peu trop grossière, sachant que en fait, les fonds, ils parlent entre eux, même parfois trop, et du coup, en fait, ça ressort assez vite, quoi. Donc, ça sert à rien d'essayer de la jouer trop smart. Ça peut souvent backfire, malheureusement. Et le troisième point, mal cibler son interlocuteur. Et une autre erreur un peu liée à ça, c'est de prendre le fait qu'on décline une entreprise trop personnellement. En fait, juste le modèle, c'est que nous, on voit à peu près 4 et 5 000 boîtes par an et on fait entre 6 et 10 deals par an. Donc, en fait, ça veut dire qu'on investit dans 0,1, 0,2% des boîtes qu'on voit. Et donc, en fait, on fait des erreurs tout le temps, des faux positifs, des faux négatifs. On investit dans des boîtes dans lesquelles il ne fallait pas, on n'investit pas dans les boîtes dans lesquelles il fallait investir. Enfin bref, on fait des erreurs tout le temps. Donc, il n'y a pas d'ego en fait, à avoir sur ça. Et nous aussi, on se trompe tout le temps. C'est par essence un écosystème où il y a énormément de risques, de changements, d'évolution, de trucs. Donc, ne pas le prendre trop personnellement. Ouais, les autres erreurs, c'est lever avec un mauvais timing. C'est quand même toujours plus facile. Au moment, et je reviens toujours sur cette histoire de conviction, vous avez accroché un ou plusieurs VC, ils sont là, vraiment, c'est bien ce qu'ils font. Ils vous ont parlé plusieurs fois. Et puis, à un moment, ils tournent autour du pot, ils hésitent. Ils disent, je vais peut-être attendre un mois de plus et tout. Donc, ça, c'est pas bon à force de faire ça tout le temps, mais c'est humain. Et donc, si vous avez vos chiffres qui continuent à être bons et vous aurez souvent une question, mais ouais, ça donnait quoi le dernier mois ou la dernière semaine? Vous avez des clients qui tombent à ce moment-là. Ça aide toujours énormément, quoi. À un moment pour créer le momentum pour que les gens se jettent à l'eau et signent, parce qu'à un moment, il faut se jeter à l'eau et faire les deals. Donc, essayez de lever, si vous êtes dans un business saisonnier, de faire votre levée au moment où les chiffres prennent bien. Ou alors, justement, je le redis, d'être transparent, de dire, vous dites, je lève pendant que c'est plus calme parce que j'ai du temps pour ça, mais je vous explique la saisonnalité de mon business et ça va revenir après. Enfin, voilà. Je pense que le timing, c'est hyper important, c'est-à-dire te dire quand est-ce que c'est le bon moment de lever des fonds. Et les erreurs, c'est partir trop tôt ou trop tard. Dans les deux sens, ça peut être embêtant. Partir trop tôt, potentiellement, c'est quand je dis trop tôt, c'est-à-dire aller contacter des fonds qui s'intéressent à des sociétés plus matures que tu n'es vraiment. Ça peut être une envie de l'entrepreneur en se disant comme il regarde des sociétés plus matures, il va mettre des plus gros tickets, donc ça va me faire gagner du temps pendant la levée de fonds, mais en réalité, ça peut aussi te griller dans le sens où je vais te mettre dans la case des boîtes jeunes, et si tu reviens 3 fois me voir alors que 3 fois t'es trop jeune, à la fin, je vais me dire, celui-là, et puis potentiellement, tu n'as pas grandi en plus pendant les 3 fois. Donc, bref, c'est pas forcément la bonne stratégie. Il ne faut pas non plus que tu te fasses trop diluer. Toi, en tant qu'entrepreneur, ton capital, c'est quand même le plus cher dans l'entreprise. Donc, si tu pars trop tôt, tu peux aussi potentiellement te retrouver face à une levée de fonds, mais qui sera une valorisation plus faible que ce que tu aurais pu obtenir si tu avais attendu un petit peu plus longtemps. Et donc, c'est plus intéressant pour toi de lever sur une valorisation plus élevée. Et puis partir trop tard, c'est aussi un risque parce qu'en fait, il faut te donner les moyens de ta croissance. Hein. Donc, si tu as 3 concurrents qui se sont lancés en même temps que toi, mais qu'ils ont tous levé des gros montants bien avant toi, effectivement, forcément, ils vont probablement avoir plus de chances de se développer rapidement, même si tu es meilleur, même si tu as une barrière à l'entrée, peut-être qu'ils ont moins de mal à la forcer ou moins de mal à te doubler, entre guillemets, s'ils ont les moyens d'acheter du trafic ou
d'acheter des recrutements que toi, tu ne peux pas te permettre. Et donc, ils ont des moyens de développer un produit de manière plus efficace que toi. Donc, enfin bref, plein de raisons pour lesquelles, effectivement, l'argent permet de se développer aussi un peu plus vite. Et donc, y aller trop tard, c'est aussi potentiellement perdre un avantage concurrentiel que tu pourrais avoir. Et donc, après, ne plus intéresser les fonds, soit parce qu'ils sont déjà dans d'autres investissements, ils ont déjà des parts dans tes concurrents, soit parce qu'ils disent je ne vais pas investir dans le troisième du marché qui est derrière tout le monde et ça va lui prendre du temps de rattraper. Ouais. Exactement. Mal gérer le momentum de sa levée, ça c'est un truc assez important. En fait, la levée, encore une fois, c'est pas du tout une fin en soi. En revanche, c'est un process qui a un objectif. Et cet objectif-là, c'est d'avoir le montant dont on a besoin avec le meilleur partenaire possible, au meilleur prix possible. C'est ça, en gros, l'objectif d'une bonne levée du point de vue de l'entrepreneur. Et donc, c'est important de savoir soutenir en fait la motivation de l'investisseur potentiel. Donc, c'est dangereux d'avoir un espèce de soft process qui dure trop longtemps, où voilà, on discute avec plein de fonds, mais personne ne se chauffe, et donc ça dure, et ça dure, et ça dure, et finalement personne ne se chauffe parce que les VC parlent entre eux, et du coup, ils parlent que des raisons de fermeture, et donc voilà, ça tombe un peu à plat, quoi. Et à l'inverse, il ne faut pas non plus la jouer trop pushy, et en fait perdre des prétendants parce que les prétendants se disent ok ça va trop vite, ça va closer demain matin, etc. Et en fait après se retrouver un peu le bec dans l'eau parce que finalement ça s'est pas passé comme on voulait, quoi. Donc bien gérer le momentum, c'est vraiment difficile, mais ça aussi c'est une erreur assez classique à éviter. En fait, ce qui est dur quand il va tout seul sans leveur de fonds, c'est que c'est dur de donner une sorte de timing à la levée de fonds et d'essayer d'aligner tous les fonds vers une date finale, une date à laquelle ils remettent leur term sheet. C'est difficile parce que il faut avoir le cran de dire je veux une term sheet avant fin décembre, ou c'est mon objectif, quoi. Mais c'est hyper important parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas du tout envie de te retrouver dans le cas où tu reçois une term sheet, mais tu as d'autres discussions, peut-être 3 ou 4 discussions en parallèle qui avancent bien, mais la term sheet, elle a une date limite. Elle te dit, il faut que tu décides avant la fin de la semaine. Et donc, tu ne peux pas prendre de cours les 3 autres en leur disant, il faut mettre une term sheet cette semaine. Si tu ne leur avais pas dit avant, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est quand même une clé de réussite d'une levée de fonds, c'est d'essayer de créer du timing dans cette levée. Et si ça dure trop longtemps, on voit que les entrepreneurs sont fatigués, ils en ont marre, on leur pose 50 fois les mêmes questions, ce que je comprends très bien. Mais en fait, voilà, ça casse un petit peu la dynamique de levée de fonds. Et puis, nous, on se rend bien compte que l'entrepreneur, il était venu nous voir il y a 6 mois, il est toujours là. Donc, on se dit, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Si en 6 mois, il n'a pas réussi, peut-être qu'il n'est pas avancé avec des fonds, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Voilà, après, évidemment, on se fait chacun notre opinion, mais le contexte joue aussi sur notre évaluation de l'entreprise, quoi. Faut pas aller trop vite, faut pas être trop pushy, mais d'un autre côté, faut pas que ça prenne trop longtemps non plus. Du coup, est-ce que tu as peut-être des best practices pour l'entrepreneur? Est-ce que par exemple, lors d'un meeting, il faut qu'il définisse clairement, tu vois, des milestones, par exemple, je sais pas moi, d'ici 2 semaines, j'ai envie d'avoir la term sheet. Là, j'ai rencontré, tu vois, garder la transparence comme tu as mentionné que c'était quelque chose d'important. Donc dire, j'ai rencontré un tel. J'aimerais bien avoir une term sheet d'ici 2 semaines et potentiellement d'avoir tout signé à la fin du mois. Et après, échanger avec le fonds pour potentiellement voir si c'est un bon fit ou pas. Enfin, qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Il faut bien différencier. Alors, même si en 2020, c'est un peu plus compliqué, parce qu'avec le travail à distance et donc le fait qu'en fait, les timelines se raccourcissent un peu, parce qu'en fait, juste, on va 10 fois plus vite sur Zoom que dans la vie réelle. Et d'autre part, avec le fait aussi qu'il y a beaucoup d'argent dans le marché, donc en fait, les entrepreneurs se font solliciter un peu tout le temps. Et parfois, ils pensent qu'un call d'email d'un top fond, c'est égal à une offre, alors qu'en fait, non, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un énorme funnel. Donc, en fait, il faut garder la tête froide. Voilà, c'est ça, je pense, le bon conseil, c'est garder la tête froide. Il faut en dire suffisamment aux investisseurs pour qu'ils puissent se faire une idée. Pas trop non plus. Je pense que c'est pas utile de rentrer dans le détail de je suis en process avec un tel, parce que à la rigueur, ça le regarde pas, quoi. C'est juste dire, je suis en process avec quelques fonds.
et je m'attends à recevoir des term sheets dans 10 jours. Bon, bah, ça déjà, ça fait un peu de momentum. Et surtout, essayer de décrocher cette première term sheet qui permet d'avoir du levier. Et ça, pour le coup, quelque part, là, l'entrepreneur, il a beaucoup de levier parce que, en fait, le VC en face, il ne sait pas forcément de qui vient la term sheet, il ne sait pas forcément avec quel terme elle est. En revanche, le fait d'en avoir une, bah, ça permet à l'entrepreneur d'aller voir tous les investisseurs et de dire « Ok, bah, ça y est, maintenant j'ai une offre. » Donc, en fait, si vous ne voulez pas bosser avec moi, fine, mais en fait, moi, j'ai une solution, quoi. J'ai un BATNA, comme on dit dans le langage de la négociation. Alors, je pense qu'il y a autre chose, c'est la tentation qu'il peut y avoir de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ou de se faire plus gros que le bœuf. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui un certain nombre en tout cas, peut-être moins maintenant, mais qui peuvent être tentés de se dire oui, ça avance très vite avec d'autres fonds. Alors, deux choses, c'est que d'une part, les fonds se parlent quand même pas mal. Alors, le pire, c'est de donner un nom en disant eux, ils sont super chauds, et qu'est-ce qu'on fait nous? Derrière, on appelle les gants, il dit ouais, bof. Et donc là, on sait mince, soit il a bluffé, soit il a mal lu les signaux du marché. Mais ce qui arrive aussi, c'est quelque part de vouloir aligner des gens sur un tempo de façon un peu artificielle. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, au final, si tu n'as pas de term sheet et que tu as 2 personnes sous 2 semaines dans un term sheet et que les personnes elles disent en fait, finalement, j'ai encore besoin d'un peu de temps, et que tu leur dis oui, finalement, vas-y, prends ton temps. On se dit oula, mais en fait, alors soit il s'est pris un vent du marché, soit il a cherché à artificiellement créer un momentum. Donc, ne pas chercher. C'est important de créer du momentum, ne pas le faire de façon artificielle, parce que je ne pense pas que c'est une façon de construire des relations saines de business dans la durée. Et 2, parce qu'en plus, très souvent, pas toujours, ça peut aussi marcher, mais ça risque de se retourner contre vous. Et dans ces cas-là, est-ce que, on va prendre l'exemple que tu as mentionné, un entrepreneur qui te dit qu'il est en contact avec d'autres fonds, que ça se passe très bien, tout ça, qui va recevoir une term sheet, puis finalement qui te dit non, tu peux prendre ton temps, donc tu vois qu'il y a potentiellement, comme tu disais, soit un vent du marché, soit un problème. Est-ce que dans ces moments-là, toi en tant qu'investisseur, tu vas leverage, entre guillemets, cette faiblesse pour essayer de négocier des termes qui sont beaucoup plus à ton avantage, ou pour toi, ça n'a pas forcément d'impact? Non, en fait, je le verrais dans l'autre sens. C'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des termes assez naturels. Et les termes, c'est grosso modo la valorisation. Parce que le reste des termes, franchement, sur le marché des VC un peu internationaux, il est assez classique, standard. il y a des variantes, mais c'est le gros des sujets, c'est quand même la valorisation, quoi, et la taille du tour, etc. Donc ça, il y a quelque chose d'assez naturel qui vient. Et donc, c'est plus dans l'autre sens. C'est plus que s'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas trop de raisons de déroger à ce qui va être un truc assez naturel, un équilibre assez naturel du marché par rapport à la maturité de la boîte, etc. Tu vois une boîte qui va lever beaucoup très tôt, tu vas tendre vers plutôt une dilution, tu vois, plutôt 25-30. Une boîte qui finalement ne va pas lever grand-chose par rapport à elle en est, là, tu peux être plus, tu vois, sur du 20, voire du 15 dans des cas exceptionnels. Mais en tout cas, tu as cet équilibre naturel autour de 25 qui gravite. Et c'est plus que la pression compétitive qu'il peut y avoir d'autres offres et les discussions qu'il peut y avoir peuvent amener à 2 choses, soit à ce que le tour grossisse pour laisser de la place à plus de gens et donc donner plus de moyens à la boîte, ce qui finalement avantage tout le monde, et ce qui mécaniquement, comme on l'a dit tout à l'heure, amène en général à une valorisation qui s'apprécie, qui grandit, soit à ce que la personne elle sait que c'est 3 millions, mais en fait elle vise une dilution plus faible, et donc là, quelque part, ça va être un jeu de mettre en compétition les gens, mais c'est sûr qu'en early stage, il n'y a pas du tout que la valo qui rentre en compte. Les entrepreneurs, ils valorisent souvent à ce stade-là beaucoup aussi la relation qu'ils ont avec les personnes. Est-ce qu'ils pensent que ça va être des bons partenaires pour les amener de là où ils sont à 18 mois, une série A ou un plus gros site, etc. Et donc là, c'est un jeu d'équilibre. Mais non, je pense pas. En fait, il y a aussi une autre chose dans ta question en fait, qui ne se passe pas vraiment comme ça, c'est que on n'apprécie pas en seed au vu de ce que dit le marché. Si on faisait ça, je te raconterai une anecdote après. Notre travail, c'est justement de se faire une opinion assez indépendante, sachant qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont l'air bien et au final auxquelles on dit non, qui vont être faits par d'autres très bons investisseurs. Au final, on se rend compte 18 mois plus tard, ça m'est arrivé là, même pas en 18 mois, qu'a priori on a tort, vu la trajectoire de la boîte, vu la trajectoire de fundraising en tout cas, mais qui est parfois un bon indicateur de ce qui se passe dans la boîte, que tu ne vois pas. Et à contrario, moi je veux dire, mais pour l'instant, mes plus beaux succès, alors ça fait que 6 ans que je fais ce métier, donc, mais c'est des boîtes où les gens du marché qui avaient vu n'ont pas voulu investir. Donc tu vois, il se passe souvent ça tôt. Quand tu fais 1 million par mois en général, les gens sont plus d'accord. Ouais. Quand tu fais rien, je veux dire, moi encore une fois, moi, le premier, il y a plein de boîtes sur lesquelles je me suis dit c'est pas mal, mais je sens que ça peut intéresser un bon VC, mais là je le sens pas, je le vais pas. Et en fait, tu vois un VC vraiment pas mauvais du tout le faire et tu dis et 18 mois plus tard ou même parfois 12 mois plus tard, tu vois un très très bon VC faire la série A et là tu dis j'ai loupé un truc et ça passe notre temps à nous arriver. Voilà. Donc c'est une appréciation un peu différente, tu vois. Mentir en fait, Okay. parce que ça, j'ai déjà vu quelques fois, c'est jamais top.
essayer un peu de jouer. Enfin voilà, mais pour une levée de fonds, c'est une histoire de conviction. C'est transmettre la conviction. Normalement, vous, enfin là, quand je dis vous, je parle aux entrepreneurs, vous avez la conviction dans votre produit, vous y croyez parce que vous avez laissé tomber votre boulot ou alors vous n'avez jamais eu de boulot salarié ou directement vous avez lancé ça, vous avez tout misé sur ça finalement et ça prend beaucoup de temps dans votre vie, c'est que vous y croyez. Donc ça, vous l'avez la conviction. Il faut vous dire que la personne qui est en face de vous, il va falloir lui transmettre cette conviction. Alors normalement, on est d'un naturel évidemment curieux et surtout optimiste, j'allais dire. On a envie, si on fait ce métier, c'est parce qu'on a envie de croire que 5 personnes dans un garage vont faire une société connue du monde entier qui va valoir des milliards, etc. Et aussi les valorisations qu'on va payer, on paye évidemment, on n'est pas dupe quand on paye une société qui fait 0 € de chiffre d'affaires ou même qui fait, je sais pas moi, 1 million de chiffre d'affaires, on la paye parfois 15 millions, 20 millions, parfois plus. On sait très bien que c'est pas le prix de la société à l'instant T et que si on faisait la méthode des discount cash flow, je ne sais quoi, on dirait non, vous êtes débile. Mais c'est parce que on dit non, mais on a la conviction que là ils sont là, mais vu la trajectoire qu'ils ont, vu l'ambition, plus avec cet argent, ça va se démultiplier et ils vont devenir plus gros, etc. Donc réussir une levée de fonds, ça va être réussir à transmettre cette conviction. Parce que après, il va y avoir aussi tout un mécanisme à l'intérieur de l'équipe d'investissement. Moi, vous allez me parler à moi en premier. Et alors, oui, dans les fonds, il y a des gens qui ont pouvoir de décision et d'autres. Mais après, à un moment, on se met tous autour de la table et on décide ensemble. Alors après, je dis pas qu'il faut que tout le monde soit pour, mais il faut au moins que la personne qui pousse le dossier en interne, il ait convaincu 1 ou 2 de ses collègues, ou 1 ou 2 de ses collègues, pour y aller. Sinon, rarement, même si ça se fait à quelques cas, il va y aller tout seul en disant mais ok, personne n'y croit, moi j'y crois, j'y vais. Et donc plus vous arriverez à transmettre votre conviction, non seulement à la personne à qui vous parlez en direct, mais aussi aux autres gens de l'équipe lors du partner meeting, plus ça aidera. Et donc ça, c'est des histoires d'avoir de l'énergie, mais aussi donc je reviens sur le début de ma phrase qui était de pas mentir, de la transparence, c'est-à-dire vous allez dire ok, là le chiffre il n'a pas été fou ce mois-ci parce qu'il s'est passé ci ou ça, c'est le dire mais moi j'ai quand même je pense qu'on va vers ci, enfin de toute façon ça se ressent quand les gens ont la conviction, et donc non, ne pas mentir dans le sens de pas essayer de cacher les chiffres parce que de toute façon après il y aura des audits et des choses c'est assez rare, mais il y en a quand même qui le font, qui gonflent des choses et tout, et ça quand on s'en rend compte, ça casse un peu la relation et on a du mal à remonter sur le cheval après, même si tout est rattrapable, mais éviter de faire trop de bullshit, même si, je le répète, évidemment, et on n'est pas dupe, les VC, au moment où tu lèves des fonds, c'est un peu un moment on va dire, de drague, où tu te mets en avant, où tu te présentes sur les bonnes choses. Tu vas pas dire, tous les mecs que j'ai recrutés jusqu'à maintenant, ils étaient pourris, j'en ai essayé. Tu vas dire, oui, on a fait beaucoup d'essais, je sais pas quoi, enfin voilà, c'est du marketing, tu vas présenter. Et nous, on n'est pas idiots, on sait que derrière tout ce qu'il y a de beau sur les slides, il y a eu des hauts et des bas. Et c'est à nous un peu de gratter ça et de savoir quel niveau un peu de bullshit on accepte, quoi. Mais bon. C'est un truc qui me tient pas mal à cœur, mais c'est de plaquer en fait des concepts ou des recettes qui s'appliquent pas à notre business. Typiquement, une boîte transactionnelle qui parle de MRR, ça n'a pas trop de sens. Pareil, appliquer un framework aussi intelligent soit-il, je sais pas, le framework de Product Market Fit de Superhuman par exemple, c'est super, mais en fait, peut-être que ça ne s'applique pas du tout au business. Donc, il faut vraiment comprendre ça en profondeur. Et je pense que ça repose en fait sur la croyance que y a une sorte de transférabilité du succès, quoi. Et ça, j'y crois pas trop. Enfin, c'est comme si on mettait Neymar derrière une contrebasse et qu'on s'attendait à ce qu'il joue un concerto sans fausse note. Enfin, ça n'a pas de sens en fait. C'est pas parce qu'il est très fort dans une discipline qu'il va l'être dans une autre. Donc, c'est une erreur assez commune. D'autres erreurs que j'aurais vues, c'est d'arriver pas assez préparé. C'est-à-dire que ça demande quand même pas mal de préparation, la levée de fonds, et notamment, il faut que tu connaisses tes KPI sur le bout de tes doigts, il faut que tu saches quels sont les métriques fondamentaux de ton business, et on va t'interroger dessus. Si tu les connais pas, ça donne une très mauvaise image. Et puis, faut se préparer aux questions un peu basiques des investisseurs. Quelles sont tes barrières à l'entrée, justement? Qui sont tes concurrents? Quelle est ta stratégie de sortie? Et puis, je sais pas, est-ce que tu as fait des cohortes pour voir un peu le comportement de tes usagers ou de tes, selon ton business, de tes users, de tes clients. Tout ça, c'est
c'est pas choquant si tu dis, bon, je sais pas, je reviens vers toi demain avec l'info, mais ça envoie juste un signal que, en fait, toi, tu t'en préoccupes pas au quotidien, et pourtant, nous, on a le sentiment que ça t'aide à gérer ta boîte. Autre question un petit peu classique qu'un fonds comme Ventec va poser, c'est est-ce que l'international, ça t'intéresse? Quand est-ce que tu te sens partir à l'international? Comment? Est-ce qu'il y a, je sais pas, un des fondateurs qui pense aller sur le terrain à un moment ou un autre? C'est vrai que ça nous est arrivé quelques fois d'avoir des fondateurs qui disaient oui, moi je veux l'international à fond, etc. Et puis quand on fait pitch en anglais, il ne sait pas parler anglais. Bon, bah, c'est pas grave, mais non, mais t'inquiète pas, je vais apprendre l'anglais l'année prochaine. Je recrute quelqu'un qui soit capable de faire l'expansion internationale. Non, mais voilà, on va juste, en fait, pas mal challenger les entrepreneurs sur leur vision, leur volonté de se développer, etc. Donc, c'est mieux si... Tu as dit que potentiellement, tu voulais t'en sortir avec un bon fonds, un bon partenaire et potentiellement un deal qui convient aux deux. Comment est-ce que, quel conseil on peut dire tu aurais pour justement cette partie de valorisation où pour beaucoup d'entrepreneurs, tu as l'impression parfois que c'est un peu du doigt mouillé, quoi. La valorisation, c'est le point de rencontre entre une offre et une demande. Donc, en fait, ça n'existe pas une valorisation objective, quoi. C'est le point de rencontre entre une offre et une demande. Et du coup, l'objectif de l'entrepreneur, ça va être d'avoir suffisamment d'offres pour avoir du levier sur ce prix. Peut-être que en fait, le premier prix lui ira très bien, mais peut-être qu'il voudra l'optimiser un petit peu. Peut-être qu'il voudra, il ou elle d'ailleurs, voudra utiliser la valorisation d'une offre pour obtenir la même valorisation, mais de la part d'un fonds que il ou elle préfère. Et donc, en fait, il y a pas mal de petits jeux comme ça, mais globalement, je pense que la bonne manière d'y arriver pour avoir des ordres de grandeur en tête, c'est être relativement fair et sain sur l'estimation d'un montant dont on a besoin et la correspondance du montant avec ce qu'on a prouvé jusqu'ici, quoi. Et donc, ne pas sous-estimer ce dont on a besoin, mais ne pas non plus faire 3x par rapport à ce dont on a réellement besoin pour atteindre la prochaine étape qui sera soit la rentabilité dans certains cas, soit un certain niveau de revenus ou de produits dans 18 mois. Et en fait, pour ce montant-là, le fonds va prendre entre 15 et 25%. Et donc, cette approximation-là, ça donne des bornes en fait, dans lesquelles la valorisation elle est plus ou moins market practice. Et est-ce que si on prend par exemple un SaaS assez classique, est-ce que tu aurais par exemple genre une limite sur, tu vois par exemple un multiple de l'ARR, vu que dans les valos c'est souvent ce dont on parle. Est-ce que tu te mets des limites genre 10 fois l'ARR sur la valo, ou est-ce que ça c'est un truc que tu regardes pas trop quand tu es en série A, site série A, tout ça? On regarde pas trop. Quand on voit que même Snowflake, qui est coté, trade à 250 fois l'ARR, on se dit que quand même il y a de la marge. Non, en réalité, c'est plutôt dans l'autre sens qu'on réfléchit. C'est plutôt quel est l'upside potentiel qu'on pense pouvoir réaliser sur ce deal-là. Est-ce que upside, tu peux définir ce terme ou pas? Oui, bien sûr. Donc, jusqu'à quel niveau de valorisation est-ce qu'on pense que la société pourra arriver d'ici 5-6 ans? D'accord. Et donc, si on est persuadé que parce que c'est le bon mix d'un très gros marché sur lequel il y a vraiment quelque chose à redéfinir, à rechanger, et que les entrepreneurs sont les mieux placés pour faire ça, et que d'ailleurs le produit semble hyper apprécié et hyper différencié, là, on sera prêt à payer une valorisation supérieure, parce qu'en fait, on se dit l'upside potentiel est immense. Alors que si on a une question sur l'upside, dans ce cas-là, on aura moins de propension à payer une forte valo, voire en fait, dans la réalité, on ne fera pas le deal en fait. Donc c'est aussi pour ça que en fait, c'est assez rare qu'on ne fasse pas un investissement à cause de la valo, parce que en fait, le problème, c'est pas la valo, le problème, c'est l'upside potentiel. Et c'est ça qui explique qu'on n'est pas prêt à payer un prix supérieur à X, parce qu'en fait, on pense que l'opportunité est capée en taille,
Et donc ça va nous pousser à ne pas faire le deal plutôt. Super clair. Donc non, on aura quand même, en fait, on va quand même faire des sanity checks, quoi. On va quand même se dire, ok, bon, bah, si on paye cette boîte X millions de valorisation pré-monnaie, ça veut dire que quand même pour, entre guillemets, rentrer dans nos frais, il va falloir que la boîte elle fasse x4 sur l'année prochaine. Donc, bon, bah, c'est assez ambitieux. Bien sûr, ça arrive assez régulièrement dans le portefeuille, mais ça reste ambitieux. Je ne sais pas si on peut parler d'erreur. C'est un manque d'éducation sur un sujet qui n'est pas encore du tout si mainstream que ça en France, même si je pense que beaucoup d'entrepreneurs s'en rendent compte, mais pas forcément de l'ordre de grandeur. On va prendre un exemple simple. Un fonds, un VC qui a un fonds de 100 millions. Et tu vas comprendre après le lien avec tout ça. Grosso modo, pour vraiment bien faire son travail, on va dire, pas extraordinairement, pour vraiment bien le faire, il faudrait que ce fonds de 100 rende 300 millions à ses investisseurs. Au bout de combien de temps? Au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, la durée d'un fonds. Voilà. Et donc là, si tu fais ça, tu n'es pas le fonds le plus incroyable de la planète, mais franchement, tu fais bien ton travail. Et donc, en fait, pour faire ça, grosso modo, faut que quand tu investis 1 euro, ça rende 4 euros. On passe les détails entre les frais de gestion, le carry, qui sont les incentives de performance pour les VC, etc. Voilà. Son fonds de 100 millions, il va falloir qu'il donne à un moment 300 millions. Le VC, il va évaluer les opportunités à l'aune de ça. Et si tu veux, en fait, ce qui se passe en pratique dans le VC, c'est que pour rendre 300 millions sur un fonds, c'est rarement 10 fois 30. Ce qui va se passer, c'est que plutôt, en fait, tu as une boîte qui rend 100 ou 150, une autre qui rend 50, donc les deux, elles vont rendre 200, et après, une autre qui rend 20, puis 15. Donc, en fait, tu as un petit nombre de contributeurs qui vont rendre très, très massivement le gros de l'argent. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, tu es un peu poussé, malheureusement, j'ai presque envie de te dire, quand tu es VC, à chercher prioritairement dans chaque investissement que tu fais le potentiel de celui qui va être ce qu'on appelle le fund returner. Le fund returner, ça veut dire que l'argent que tu vas gagner à travers cet investissement, que ton fonds va gagner, va en gros être de la taille du fonds. Donc ça veut dire que dans un fonds de 100 millions, qui va être un fonds typique d'early stage en France, pas un des plus gros, il y en a des beaucoup plus gros, la question que tu dois te poser à peu près, c'est de te dire, est-ce que je pense que cette entreprise, si elle se passe très bien, si le parti du 10% des entreprises que je vais financer qui se passe très bien, elle peut rendre peut-être 100 millions, peut-être plus, si possible. Et donc, du coup, tu es là, et donc tu poses cette question, même quand tu mets 800 000 euros ou 1 million d'euros sur la table sur une entreprise toute jeune. Et donc, si tu veux, si on se dit que tu as typiquement à la sortie, quand il se passait beaucoup de choses, peut-être encore 10% de la boîte, ça dépend, mais on va donner un chiffre comme ça. D'où la fameuse unicorn, en train de te dire, est-ce que cette boîte, elle peut valoir, sous 10 ans, 1 milliard d'euros? Évidemment, quand tu es en train de voir une boîte avec 3 cofondateurs et puis 2 stagiaires, il faut de l'imagination pour arriver à… et donc, c'est juste pour donner des chiffres, mais c'est bien parce que là, tu vois, je ne l'ai pas fait exprès, mais on arrive pile au milliard. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une manière ou d'une autre, alors, les ordres de grandeur peuvent changer, mais la question que se pose un investisseur, même très tôt, c'est est-ce que cette boîte peut avoir une trajectoire absolument exceptionnelle? Moi, j'aime bien parler de monstre. Monstre dans le sens, pas l'entrepreneur, la boîte. Le VC, il va quand même chercher des objets complètement dingues. Des objets qui… nous, on a des boîtes, on les a financées il y a 8 mois. Maintenant, la boîte, elle fait 1 million par mois, littéralement. Alors, je ne te dis pas que c'est le cas de tous nos investissements, c'est le cas de très peu, mais notre travail, c'est le plus possible. Alors, il y a des boîtes qui sont plus lentes au démarrage, mais le plus possible de trouver des objets qui peuvent aller très, très, très vite. Il y a des boîtes, 10 ans plus tard, elles ne feront pas ça. Et je veux dire, c'est pas du tout un problème, mais c'est juste qu'on cherche des objets qui, à un moment donné, vont avoir une vitesse de croissance phénoménale et vont pouvoir très très vite construire des boîtes qui peuvent faire des millions par mois. Alors ça dépend, c'est le marketplace, mais bon, donc tu cherches ce genre d'objet. Et donc quand tu cherches cet objet, que tu en trouves un, et ben à côté la boîte dans laquelle tu peux très tôt investir 500 000 euros et qui va te rapporter 10 fois ça, c'est formidable, 10 fois ça, même en 4 ans, et te rendre 5 millions, c'est très bien. Mais pour le VC, je veux dire, c'est pas comme ça qu'il va faire 300. T'imagines, t'en faut combien? Des boîtes qui rendent 5 millions, pour rendre 300 millions, t'en faut 60. Donc, c'est même pas le nombre de boîtes que tu vas financer avec un fonds de 100 millions. Donc, une fois que tu as ça en tête, tu vois ton business complètement différemment. Tu vas éviter de te dire, voilà, nous, on pense qu'on peut revendre, faire x5 en 3 ans. Pour un business angel, c'est génial parce que business angel, il n'a pas ces contraintes de taille de fonds, etc. N'importe qui, tu vois, qui a investi dans les startups, si elle le fait pour la pure ROI, au-delà de l'aventure humaine, etc., il sera content de faire x3 ou x5 en 3 ans, évidemment. Mais le VC, c'est pas son enjeu. Le VC, c'est de contextualiser ça avec une taille de fonds. Donc, quand tu as conscience de ça, tu te rends compte qu'un discours qui va te dire, bah voilà, on veut faire donc x5 en 3 ans, ou peu importe, x3 en 5 ans, enfin, ça ne fait pas grand-chose. Regardez, j'ai un marché super hot, mon compétiteur, il s'est fait racheter 20 millions le mois dernier, etc. Et ben, en fait, 20 millions, c'est même pas… ça fait pas rêver l'investisseur, quoi. Voilà, exactement. Et donc, il ne faut pas confondre ce qui est défini un succès pour un investisseur, VC, je veux dire au sens venture capital risqueur, et pour l'entrepreneur.
pour un entrepreneur. Ça dépend. Pour un entrepreneur normal, j'ai envie de te dire, un entrepreneur normal, il a raison de se dire que si sa boîte, à partir de rien, dans 4 ou 5 ans, il en fait un truc qui vaut 50 millions, mais c'est un succès mais monstrueux, t'imagines, en création de valeur. Simplement, ça ne marche pas dans le business model de VC. Un exemple pour comprendre, c'est comme quand tu es dans une entreprise, voilà, tu te rends compte que les gens qui ont levé 2 millions d'euros, ils se rendent compte que 2 millions, c'est pas grand-chose. Voilà, ça part vite avec des salaires, une équipe de 10 personnes sur 2 ans. Évidemment, à titre personnel, le même entrepreneur, 2 millions, pour lui, ce serait énorme. Donc cette divergence de pensée qu'on a entre penser à son patrimoine et penser à l'argent qu'on a sur le compte de sa boîte, il faut avoir le même en pensant qu'est-ce qui est pour moi la magnitude du succès et qu'est-ce qui va être pour un investisseur de type capital risque la magnitude. Une fois que tu as ça en tête, ça change complètement. Bon, déjà, non, ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un investissement, même si quand on fait les comptes à la fin, comme on le dit, il y en a que 2 ou 3, on va dire sur 10, il y en a 2 ou 3 qui remboursent tout le reste et les 7 autres qui marchent moins bien. Mais d'ailleurs, c'est pas vrai, il y en a qui vont marcher très bien, mais c'est juste que celui ou ceux qui marchent très fort vont écraser les autres. Et il y en a qui vont totalement planter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'on fait l'investissement, on est persuadé que, on se dit pas, celui-là il est vraiment bien, celui-là il est moins bien, mais je le fais quand même. Non, à chaque fois, on se dit, ça va être celui qui va tout écraser. Quand on voit des boîtes, par exemple, qui se font racheter 100 millions et qui ont eu, par exemple, de l'investissement dedans, pour toi, tu définis ça comme un succès ou un échec pour le fonds? Alors ça, il y a eu beaucoup de débats. À chaque fois qu'il y a une sortie dans ces eaux-là en France, il y a des débats. Non, mais en fait, c'est pas parce que tu n'as pas fait la boîte, le fonds de retourneur, que tu es un échec. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas te dire qu'une boîte, on investit 500 000 euros et on récolte 5 millions. Je vais pas te dire, on se tire les cheveux en disant que c'est un échec. Non, c'est un super succès. Simplement, ce n'est pas ce genre d'investissement, sauf si 100% des boîtes faisaient ça, mais ce n'est pas le cas, qui va réussir à faire le fonds. Donc, tu vois ce que je veux dire? En soi, tu peux pas dire parce que tu n'as pas atteint ça, tu as un échec. C'est juste que, in fine, si le fonds se passe bien, tu vas avoir une autre boîte qui écrase complètement la performance de celle-là et qui, à côté, va faire 100 ou 150 millions. À côté de ça, en termes d'échelle, le 5 millions va pas paraître grand-chose, mais ça veut en aucune façon dire que c'est un échec. Et après, il y a des questions qui sont peut-être un peu plus... Il y a plein de situations compliquées. Une boîte qui a déjà levé 20 millions et qui sort pour 100 millions, voilà, là, probablement que ça veut dire que les investisseurs du dernier tour, pour eux, c'est probablement, pour le coup, pas un succès, parce que c'est probablement des gens qui viennent juste de récupérer leur argent, en gros. Après, Est-ce que ça veut dire qu'entrepreneurialement, c'est pas un succès? Ça reste quand même des boîtes où tu regardes en peu d'années qui créent beaucoup de valeur. Simplement, elles n'auront pas créé beaucoup de valeur pour leurs investisseurs du dernier tour. Mais ça, est-ce que c'est grave? C'est le métier de l'investisseur, c'est le métier du VC. Donc, j'ai envie de te dire, non, je ne parlerai pas d'échec. Je parlerai juste tu vois, du fait que ça ne va pas forcément être la boîte exceptionnelle pour le VC early stage et que pour le VC late stage, ça va être effectivement pas une bonne boîte. Mais c'est pas grave. L'entrepreneur, ça n'empêche pas qu'il a fait quelque chose de très beau. Des choses qui t'ont marqué? Des choses qui m'ont marqué. Ouais, carrément. Alors laisse-moi réfléchir à une anecdote. Une très récente. Et en plus de ça, j'aurai une annonce exclusive à faire à la fin de la vidéo. Donc